Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que ce soir, ce sera mieux que mercredi. Et donc, je vais tout de suite commencer par un test son pour vérifier si vous m'entendez correctement. Donc, merci de bien vouloir me dire si vous m'entendez ou si vous ne m'entendez pas. Ce serait gentil. Merci beaucoup. Donc, j'ai mes premiers résultats. Super. Alors, on va commencer sans plus tarder parce qu'on a un programme assez lourd ce soir. De quoi allons-nous parler? Eh bien, très simplement, je vais retourner sur mon écran ici. Hop, allez, voilà ma flèche. Nous allons parler, évidemment, pardon, je dois donner cet avertissement, tout ce que je vais dire ce soir n'est évidemment pas un conseil d'investissement. D'ailleurs, on ne va pas parler d'investissement ce soir, on va parler de toute autre chose. Voilà. Je vais vous résumer un livre que j'ai adoré, qui s'appelle Principles for Dealing with the Changing World Order, ce qui veut dire principes pour gérer l'ordre mondial qui change ou qui est en train de changer. Alors, je vous présente ici une photo de M. Ray Dalio, qui aujourd'hui a largement passé les 80 ans, et qui est le fondateur d'un fonds d'investissement qui s'appelle Bridgewater, qui est le 5e plus grand fonds d'investissement des États-Unis, avec la bagatelle de 150 milliards de dollars en gestion. Donc ce monsieur, quand il écrit quelque chose, il sait de quoi il parle parce qu'il a démarré sa carrière à l'âge de 17 ans comme petit employé à la bourse de Wall Street, donc à la bourse de New York, et il s'est réveillé comme un des meilleurs investisseurs du monde après le 15 août 1971. Alors, je ne sais pas si le 15 août 1971 vous dit quelque chose, mais c'est une date extrêmement importante. Effectivement, en août 1971, il se passe une chose très importante. Et voilà une photo de Ray Dalio à l'âge de, je ne sais pas quel âge, je crois qu'il avait 20-25 ans, quelque chose comme ça, dans son bureau à Wall Street. Et il entend le dimanche 15 août 1971, le président Nixon qui lève qui lève la convertibilité du dollar en or. Et il s'est dit, demain, lundi, ça va être la panique monumentale à la bourse de Wall Street. Donc, il faut que je me prépare, il faut que j'aille bien avance pour essayer de prendre le choc. Et pour lui, il se disait que toutes les monnaies allaient s'effondrer, que la bourse allait s'effondrer, etc., etc. Et quand il arrive le lundi matin 16 août 71 à la bourse, c'est effectivement la panique, mais pas du tout dans le sens qu'il anticipait. Ça a été absolument la panique parce que toutes les bourses se sont mises à monter, tous les titres se sont mis à monter. Et pour lui, c'était complètement illogique. Et donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? À partir de 71, il a commencé à étudier les marchés et surtout les cycles économiques, les cycles économiques dans le monde, en se disant que si je peux anticiper le futur en examinant le passé, eh bien, ça serait pas mal, ça me permettrait peut-être d'éviter certaines erreurs. Et donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Eh bien, il a étudié 11 empires du passé, dont vous voyez les courbes ici, c'est un peu confus, mais 11 empires du passé, sur une période de plus de 500 ans, et pour ce qui concerne la Chine, pour une période de même de 1500 ans. Et il s'est rendu compte d'une chose, c'est que ces empires qui avaient dominé le monde pendant un certain temps ont dominé le monde non seulement militairement, mais surtout par leur monnaie. C'est l'argent qui rendait le pays dominant dans le monde. Et il s'est dit, mais ça c'est absolument incroyable, comment est-ce possible? Et donc il s'est mis à étudier toutes les évolutions économiques des pays, de la Chine, etc., de l'Empire ottoman, enfin il y a 11 pays, mais pour la simplicité, qu'est-ce qu'il a fait? Comment dirais-je, il s'est surtout concentré sur les 3 grands derniers empires, à savoir la Hollande, qui est la courbe jaune que vous voyez ici, l'Angleterre, qui est la courbe bleue foncée que vous voyez ici, et les États-Unis, qui est la courbe bleu clair que vous voyez ici.
Et la Hollande a pris le flambeau après la Chine, qui était l'empire dominant du monde jusqu'en l'an 1550 à peu près. Bon. Et donc, il a étudié tout ce qui s'est passé dans ces pays en se rendant compte que leur puissance économique partait de bas, montait à un sommet ici, ou ici, ou ici, et puis déclinait. Et donc, il y a une phase d'essor, une phase de sommet et une phase de déclin. Et vous voyez que le passage de flambeau, si je puis dire comme ça, c'est l'intersection entre ces rectangles blancs. Si vous suivez la courbe de Chine rouge qui passe ensuite à la courbe jaune, qui passe ensuite à la courbe bleu foncé, qui passe ensuite à la courbe bleu clair, eh bien, ce sont le passage de la Chine vers la Hollande, vers l'Angleterre et vers les États-Unis, avec évidemment une énorme, vous voyez, une distance, on parle de 1500 à l'an 2000, et ce qu'il appelle des niveaux relatifs à la puissance totale. Donc, ce qu'il a calculé, c'est, ici, c'est le point supérieur. Quel est le niveau ici et à quel indicateur et quels facteurs sont à l'origine de tout ceci et quels facteurs font que le pays rentre dans un déclin. Merci, ma chérie. Et donc, on va simplifier un peu tout ça voilà, c'est une simplification évidemment, mais que ce qu'on constate, c'est que ces pays ont une phase comme j'ai dit, d'essor, et que tout ça, ça ressemble singulièrement à une cloche, une forme de cloche comme ça. Bon, alors elles ne sont pas toujours exactement comme ceci est un modèle évidemment, mais que ces pays, donc il y a une phase de transition qui dure entre 10 et 20 ans, généralement à travers des guerres, donc du sang et beaucoup de batailles militaires, et ici moins, mais quand même dans la Deuxième Guerre mondiale, on a vu quand même beaucoup de morts chez les Anglais et chez les Américains, pas nécessairement parce qu'ils battaient l'un contre l'autre, mais il y avait comme une guerre, et à l'intersection, eh bien, il y a un nouvel ordre mondial qui apparaît, qu'aujourd'hui, on est dans l'ordre mondial des États-Unis, et peut-être que cet ordre va passer à la Chine dans un temps plus ou moins bref. Tout dépend de la façon dont M. Trump gère évidemment les choses. Ce n'est pas une absolue certitude, mais il y a quand même un grand risque, et ce n'est pas pour rien que Trump considère que la Chine, c'est son plus grand rival, bien évidemment. Bon, alors voyons un peu comment ça se passe tout ça, d'accord? Ce qui caractérise un pays dominant, c'est donc bien sa monnaie. Je vous présente simplement ici des florins hollandais de 1500 à 1664, les livres sterling britanniques avec la livre d'aujourd'hui et les dollars américains en billets, mais vous voyez évidemment ici qu'il est bien indiqué gold coin, ça veut dire c'était du papier échangeable contre de l'or. Toutes ces monnaies étaient basées sur un standard or, était même de la monnaie or au départ, et sur un standard or. Et on va voir comment toutes ces monnaies se sont délitées et ont perdu leur pouvoir. Vous voyez aussi que les périodes, ici on a une période d'environ 100, un bon 100, 120, 100, pardon, 100, oui, 174 années. Ici, on a presque 2 siècles. Ici, de 1789 à aujourd'hui. Donc, les cycles sont entre 180 et 250 ans à peu près. C'est ce que Ray Dalio a pu déterminer à travers les études des évolutions de ces pays. Bon, alors parlons maintenant de 1971. Qu'est-ce qui se passe en 1971, ou du moins le 15 août 1971? Eh bien, souvenez-vous qu'en 1944, il y avait eu Bretton Woods, et Bretton Woods disait que la seule monnaie qui était encore convertible en or, c'était le dollar. Donc, qu'ont fait tous les pays qui avaient des dollars? Chaque fois qu'ils avaient des dollars, ils apportaient des dollars aux États-Unis et ils demandaient de l'or. Mais les États-Unis sont entrés en guerre de Vietnam. Ils ont d'abord la guerre de Corée et puis la guerre de Vietnam. Bref, ils étaient en guerre tout le temps. Et les efforts militaires des États-Unis ont été absolument gigantesques, les dépenses colossales, avec le résultat que les États-Unis se sont vus obligés d'imprimer la planche à billets. Et que ce que vous voyez ici dans le cadre de droite, c'est que la planche à billets ou la pyramide de billets
était beaucoup plus importante que la pyramide d'or qu'il y avait aux États-Unis. Je rappelle qu'à la fin de la guerre des États-Unis, les États-Unis n'avaient pas 8 000 tonnes d'or, ils avaient presque 25 000 tonnes d'or de tout l'or qui leur avait été confié en garde pour la guerre. Et pendant Bretton Woods, eh bien, les Américains ont dit non, on vous rembourse pas l'or parce que c'est nous qui avons financé la guerre dans très grande, pratiquement totalement, puisque l'Angleterre n'arrêtait pas d'emprunter de l'argent aux États-Unis pour financer la guerre. Et donc, évidemment, les masses de dollars avec la guerre du Vietnam sont devenues gigantesques. Et chaque fois que les États-Unis, qu'il y avait des gens qui venaient à échanger leurs dollars contre de l'or, à un certain moment, Nixon, ou du moins la Banque centrale européenne, la Banque centrale américaine, la Fed, et surtout le Trésor, ont dit ce n'est plus possible, nous n'allons plus avoir d'or, donc il faut faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que M. Nixon a levé la convertibilité du dollar contre de l'or. Ce qui équivaut évidemment à une dévaluation parce que normalement, on aurait dû avoir deux pyramides de même hauteur, mais si tout d'un coup on lève la convertibilité, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de dollars que ce qu'il y a de véritable or, et donc c'est une dévaluation de la valeur du dollar par rapport à l'or qui intervient évidemment. La conséquence de ça, ça a été que les États-Unis ont pu faire fonctionner la planche à billets à une vitesse absolument époustouflante pour financer leurs efforts de guerre. Je rappelle qu'en 71, on est en plein dans la guerre du Vietnam et même pas encore tout à fait au paroxysme de la guerre du Vietnam, avec la conséquence, tenez-vous bien, qu'en 8 ans de temps, le dollar a perdu 60% de son pouvoir d'achat. Regardez, en 1971, on est ici, et en 1976, en 6 ans, on est ici avec une perte de 60% de la valeur du dollar. Donc les Américains ont vu, évidemment, ils ont pu exporter beaucoup, mais leurs importations ont été terriblement freinées parce que la valeur du dollar a diminué. Et aujourd'hui, on est à une dévaluation par rapport à 1971 de pratiquement 99% ou 98,5%, et on est en train d'aller droit vers zéro, c'est-à-dire une monnaie sans aucune valeur. Mais, curieusement, la bourse s'est envolée. Alors pour Ray Dalio, c'était absolument incroyable. Comment se fait-il que la bourse s'envole? Et donc il s'est tourné vers le passé et il a trouvé effectivement des exemples précédents. Et surtout, il a étudié la Chine et même les Assyriens de 4000 ans avant Jésus-Christ, toutes les économies du monde, et il s'est rendu compte que c'est partout la même chose. C'est que quand la valeur de la monnaie diminue, que font les gens? Eh bien, ils se précipitent sur quelque chose qui rapporte des intérêts. Parce que les intérêts, c'est un moyen de combattre la perte de valeur de l'argent. Donc, les gens se sont précipités sur les obligations et surtout sur les actions. Pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui, la bourse américaine est en plein essor? Eh bien, tout simplement parce que les Amériques et l'État américain fait fonctionner la planche à billets à une vitesse vertigineuse. Et donc, tout le monde essaye de se prémunir. Et donc, voilà, tous les nouveaux billets dévalués achètent des valeurs mobilières dont les prix grimpent, tout simplement parce que la valeur de la monnaie baisse. C'est pratiquement aussi simple que ça. Et donc, Ray Dalio en tire un premier principe d'investissement qui dit quand le gouvernement imprime de l'argent au-delà de la croissance, acheter des actions, des obligations et des matières premières, leur prix grimpe parce que le pouvoir d'achat de la monnaie diminue. Donc, première action, si aujourd'hui on est dans une phase où on est dans une phase où la planche à billets fonctionne à crever, eh bien, il faudrait acheter des actions, des obligations et des matières premières. Alors, c'est vrai, à condition qu'il imprime de l'argent au-delà de la croissance. D'accord? Donc, ça veut dire que si la croissance est de 3%, mais on fait augmenter la masse monétaire de 4%, eh bien, à ce moment-là, les prix baissent. Donc, enfin, les prix baissent, donc il faut effectivement, les prix montent, exprimés dans la monnaie, et surtout, ça rapporte des intérêts. Et donc, c'est important de faire comme cela. Mais surtout, la deuxième conséquence pour lui, le deuxième principe, c'était
Eh bien, pour comprendre ce qui arrive, il est important de savoir ce qui s'est passé avant, donc dans le passé, afin de pouvoir anticiper. Et s'il y a un fonds d'investissement aux États-Unis qui est vraiment le précurseur et qui invite tous ses clients à changer leur type d'investissement en fonction de ce qui se passe dans le monde, c'est bien Bridgewater. Et c'est pour ça que Bridgewater est un des fonds les plus recherchés. Bon. Alors, où est-ce que j'en suis? Voilà. On est à la dia 13. Ce qu'il a vécu, c'est ceci, c'est que toutes les puissances étudiées qu'il a étudiées ont vécu et ont passé par trois phénomènes que l'on retrouve absolument partout, depuis 4000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, en tout cas dans la phase de déclin. Le premier phénomène qu'il observe, c'est qu'une fois que le pays est dans une phase de domination du monde, militairement et économiquement, eh bien, les gouvernements n'arrivent plus à limiter leurs dettes et donc se font à créer de plus en plus de ce que nous appelons aujourd'hui la planche à billets. Dans le temps, ça voulait dire, eh bien, au lieu d'avoir des pièces 100% en or, on a des pièces qui deviennent 50% or, 50% argent, et puis ça devient 30% or et 70% nickel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, la valeur intrinsèque de la pièce diminue, même s'il est imprimé dessus, ça vaut autant. La valeur du métal est extrêmement inférieure à la valeur nominale. Alors qu'au départ, une pièce de 1 gramme d'or, eh bien, c'est 1 gramme d'or, c'est la valeur de 1 gramme d'or. Donc, les gouvernements n'arrivent pas à limiter leurs dettes, ils impriment de plus en plus, et donc ça crée évidemment de l'inflation. Deuxième phénomène, c'est que au fur et à mesure, parce que ça prend du temps évidemment, entre le moment ici et le moment du bas de la courbe, il peut se passer facilement 100 ans, 100, 120 ans. Donc, au bout d'un certain temps, assez long, donc plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de distance, de distance entre, ou de disparité entre les niveaux de richesse. Parce qu'il y a des gens qui profitent du système et de la baisse du pouvoir d'achat de l'argent et qui s'enrichissent de façon absolument colossale, et puis la grande majorité du public qui ne suit pas, qui ne comprend pas. Et puis ça amène évidemment au mécontentement, à la polarisation politique, généralement les pauvres contre les riches, d'accord? Regardez, depuis mars, combien de personnes sont tout le temps en train de dire il faut taxer les riches, il faut taxer les riches, comme si c'était la solution et la panacée universelle. Mais, en fin de compte, ça peut même mener au conflit interne, c'est-à-dire à la guerre civile. Et dans beaucoup de pays, ça a été le cas, pas en Angleterre, pas nécessairement en Angleterre ni en Hollande, bien qu'en Hollande, il y a eu des révoltes, mais par exemple, les Américains qui sont au départ en très 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 grande majorité des Irlandais et des Anglais, eh bien, se sont révoltés contre la couronne parce que effectivement, ils étaient obligés de travailler avec des livres sterling et payer des impôts épouvantables. Et cette disparité entre l'Angleterre riche et les Américains pas véritablement riches, eh bien, ça a créé à la guerre d'indépendance. Donc, c'est vraiment presque une guerre civile. Et puis, évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand un empire connaît de graves troubles internes allant jusqu'au conflit armé d'entre personnes, entre membres de la même population, eh bien, ça attise évidemment la convoitise d'autres pays qui sont, eux, en expansion et qui voudraient bien devenir le pays dominant du monde. Et donc, généralement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que l'empire rival va pousser l'empire en déclin dans ses derniers retranchements. L'empire en déclin ne se laisse en général pas faire et il y a une guerre entre ces pays, et ça a été tout à fait le cas, puisque la guerre entre la Hollande et l'Angleterre a duré presque 50 ans. Ça a commencé par des escarmouches et puis des grosses batailles navales. La guerre entre les Américains et les Anglais n'a pas été une véritable guerre entre eux, puisqu'ils étaient dans le même camp. Mais par contre, les Américains ont profité de la faiblesse de la livre sterling à cause de la guerre pour prendre le flambeau et devenir les dominateurs du monde. Mais ça s'est quand même passé à l'intérieur d'une guerre. Voilà. Alors, à ce moment-ci, il est peut-être important de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire l'ordre ou ordre mondial? Eh bien, pour Ray Dalio, l'ordre, c'est très simple,
c'est un système de gouvernance pour s'entendre à l'intérieur du pays, c'est la gouvernance interne, et entre pays, c'est la gouvernance entre pays. Et généralement, le document central en interne, ben, c'est la Constitution. Et donc, la Constitution, c'est le cadre qui crée l'ordre interne dans un pays. Mais on a constaté à chaque fois que quand il y a une révolution ou une guerre civile, eh ben, cette Constitution change, elle est modifiée. C'est pour ça qu'on a parlé de la Première République, Deuxième République, Quatrième République, Cinquième République. Chaque fois, ça a été le cas avec des changements de constitution. Au niveau de la France, ça s'est passé plus ou moins mal, puisque la Révolution a quand même été très, très sanglante en France. En Russie, pareil. En Espagne, pareil. En Chine, pareil. Donc, partout où il y a eu des conflits internes, eh bien, les constitutions ont changé. Qu'est-ce que c'est que l'ordre externe? Eh bien, c'est évidemment l'ensemble des traités qui sont signés entre pays et qui règlent la façon dont les pays peuvent vivre ensemble sur cette planète Terre à travers des accords de comportement entre pays qu'on appelle des traités internationaux. Et là aussi, ces traités changent systématiquement. Après une guerre entre pays, les traités sont modifiés. Donc, ce sont un certain nombre de phénomènes récurrents que Ray Dalio observe et qu'il inclut dans son étude pour savoir comment il va se comporter dans une situation. Donc, je reprends Bretton Woods, nouvel ordre mondial, qui établit le dollar en monnaie de réserve. Donc, ça, c'est évidemment quelque chose que maintenant vous connaissez. Alors, un pays dominant impose sa monnaie. Pourquoi? Parce que c'est un facteur clé pour sa puissance économique. Qu'est-ce que c'est qu'un pays dominant? Justement, c'est ce qu'on va voir. Je vais vous expliquer, selon Ray Dalio, ce que c'est qu'un pays qui arrive à faire la domination. C'est généralement d'abord une domination commerciale, puis ça devient une domination technologique, puis ça devient une domination militaire, et enfin, ça devient une domination monétaire. Et donc, la phase ultime de la dominance d'un pays, c'est l'imposition de sa monnaie comme monnaie pratiquement unique dans le monde. C'est pour ça que le dollar est devenu pratiquement le seul moyen de paiement international pendant près de 50 ans, de 1944 à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, 55% des réserves de toutes les banques centrales du monde, eh bien 55% de ces réserves, c'est du dollar. Donc ça veut dire quoi? Regardez ce qui s'est passé lors de la crise de l'Iran. Eh bien, le pétrole s'est mis à monter et le dollar a monté en parallèle. Pourquoi? Parce que comme le pétrole est passé de 80 à 120 dollars, je rappelle que le pétrole est coté en dollars, donc on le paye en dollars, dans la majorité des cas en tout cas, eh bien, de 80 à 120, c'est 50% d'augmentation, eh bien, le dollar a grimpé en prix, en valeur, tout simplement parce qu'il y a plus de demande internationale de dollars. Et donc, ça, il faut bien comprendre que être l'éditeur de la monnaie de réserve, c'est le facteur clé pour que ce pays devienne de plus en plus riche et surtout le plus puissant du monde. Et Ray Dalio a trouvé ça dans chaque pays dominant qu'il a étudié. Je rappelle qu'il a étudié 4 grands empires, la Hollande, le Royaume-Uni, les USA et maintenant la Chine. Il est en train de faire des courbes de prédiction pour savoir quand la Chine pourrait devenir, si tout restait pareil, évidemment, la monnaie est le pays dominant du monde. On verra ce qui va suivre, mais c'est quand même assez passionnant. Bon. Donc, pour expliquer plus simplement et de façon plus compréhensible, eh bien, Ray Dalio a dessiné donc ce genre de cloche en disant, voilà, le pouvoir d'un pays, c'est une phase d'essor, puis une phase de sommet, puis une phase de déclin, qui traverse la phase d'essor d'un autre pays. Généralement, il y a un clash plus ou moins militaire, mais généralement assez militaire, de 10 à 20 ans, commençant par des escarmouches, puis une véritable guerre. Et puis ensuite, il y a un pays qui perd la guerre et qui doit céder son pouvoir à l'autre pays, qui à ce moment-là continue à monter, redescend, et ainsi de suite.
Et donc, les périodes comment dirais-je, intercalaires, si je peux dire, où les pouvoirs se croisent, eh bien, ce sont des périodes qui durent en général 10 à 20 ans. Voilà. Et là, il s'est dit, mais quelles sont les forces, quelles sont les forces que je dois examiner pour comprendre pourquoi un pays devient dominant et réussit à imposer sa monnaie. Donc ici, vous voyez une échelle dont le 0 est au centre, moins 120 à gauche, plus 120 à droite. Donc au total, 240 années. D'accord? Le 0, c'est quoi? C'est quand la puissance militaire, et ça commence au niveau de la monnaie, devient très forte. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le pays est à sa puissance maximum, a des bases militaires un peu partout et domine le monde. Et vous voyez que la courbe bleu ciel, c'est la phase de monnaie de réserve qui devient le top et puis qui ensuite chute assez rapidement. Alors, de nouveau, pour rendre les choses plus claires et plus modélisées, eh bien, voici les 8 courbes, les 8 forces que Ray Dalio a identifiées et qui permettent de définir où se trouve un pays sur cette cloche, cette espèce de cloche avec l'essor, le sommet et le déclin, où se trouve le pays. Il a identifié 8 forces très importantes qui créent et qui font qu'un pays peut devenir dominant ou se fait dominer. Le premier, c'est l'éducation. Je vais donner plus d'explications sur chacun de ces termes par après, mais l'éducation, il ne faut pas seulement croire l'éducation à l'école, mais aussi tout ce qui est l'apprentissage, tout ce qui est aussi l'ouverture à des idées venant d'autre part qui va pousser la population à devenir assez inventif et commencer à créer des technologies particulières qui vont faire avancer le monde. Ce qui est bien connu, c'est que l'éducation précède l'innovation. Regardez la courbe bleue claire ici qui est l'éducation. Eh bien, elle est suivie de plusieurs dizaines d'années plus tard par l'innovation, parce que l'éducation, c'est un processus long. Et je vais parler plus de l'éducation tout de suite. Et vous allez voir par rapport aux 8 forces où en est la France, vous allez faire votre diagnostic vous-même. Bien. Donc, l'éducation, si elle est bien menée, si elle est bien faite, eh bien, elle va amener naturellement la population à créer des choses neuves, à améliorer la technologie. Ce qui, à son tour, grâce à la technologie, va lui permettre de devenir le pays le plus compétitif, c'est-à-dire avoir la plus grande productivité et donc compétitivité du monde. Ça a été le cas du Japon pendant un certain temps, ça a été le cas de l'Allemagne jusqu'à il y a 2 ans, ce n'est plus le cas de l'Allemagne maintenant, ça a été le cas des États-Unis, et maintenant, eh bien, c'est manifestement le cas de la Chine qui a une compétitivité et une productivité tout à fait extraordinaire. Cette compétitivité permet évidemment de créer des produits nouveaux et d'améliorer la production, donc de pouvoir exporter. Parce que quand on crée des choses nouvelles, non seulement c'est la population locale qui en profite, mais évidemment, on va exporter aussi des produits nouveaux, on va créer des besoins dans d'autres pays et on va commencer à exporter. Donc, quand on commence à exporter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pourcentage pris par ce pays-là, le total du pourcentage du commerce mondial, se met à grandir. Et évidemment, plus le pouvoir commercial grandit, plus il faut protéger cela. Donc, plus la puissance militaire devient, et la nécessité d'une puissance militaire se fait jour et grandit d'année en année. Parallèlement à ça, évidemment le pays développe un très grand centre financier. Pourquoi? Parce que comme la monnaie de ce pays est devenue un peu la monnaie internationale, que font les gens quand ils ont regardé ce qu'a fait la France? Quand la France avait des francs français et devait payer des choses ou exporter ses produits et recevait des dollars, que faisait la France? Ils exportaient les dollars pour avoir de l'or. Donc, évidemment, les États-Unis ont dû développer un énorme centre financier pour gérer tout ça,
je vais expliquer un peu plus avant dans quelques instants. Et enfin, quelle est la force de sa monnaie de réserve? Est-ce que c'est vraiment la force la plus puissante? Alors, vous voyez que les pics, donc c'est-à-dire les hauts, les sommets de chaque courbe, eh bien, ça s'échelonne sur pas mal d'années. Ici, c'est évidemment une modélisation. C'est pas partout pareil exactement, mais c'est pour vous donner quand même une idée du temps que ça prend, puisqu'on est ici approximativement à moins 70 par rapport au point 0, et ici, on est à plus 70 par rapport au point haut de la force de monnaie de réserve. Donc, ça veut dire que pendant 140 ans, ce pays n'a fait que augmenter sa puissance. Et ici, les courbes que vous voyez ici, eh bien, c'est les courbes qu'il a retrouvées pour l'Angleterre. Donc, c'est à peu près à cet échelonnement-là, cette évolution-là, que ces 8 forces se sont suivies, se sont combinées, se sont renforcées mutuellement pour faire de l'Angleterre le pays le plus puissant du monde jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ceci, c'est donc l'explication du grand cycle que Ray Dalio a créé, donc, qui est environ 250 ans. Et donc, il dit, voilà, ça commence par un nouvel ordre mondial qui est imposé par le pays en essor. Et généralement, comme cet ordre mondial n'est mis en contestation par personne parce que le pays a battu l'autre pays, tous les autres pays étant moins forts, eh bien, il s'ensuit généralement une période de paix, de prospérité, de productivité assez longue qui fait que le pays peut se développer. Et dans cette période de paix et de prospérité, eh bien, l'éducation et l'innovation sont évidemment régnant en maître, ce qui permet au pays d'augmenter sa puissance. Mais en augmentant sa puissance, ça veut dire qu'il devient de plus en plus riche, il y a de plus en plus de monnaie et il y a de plus en plus de crédit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un certain moment, on va entrer dans une espèce de bulle financière et surtout une forte disparité de la richesse qui va commencer à se faire jour et qui va exploser quelques 100 ans plus tard. Mais la disparité de la richesse commence déjà ici. Au bout d'un certain temps, l'argent, la monnaie du pays devient la monnaie de réserve, ce qui permet à la population de ce pays une formidable hausse du niveau de vie, d'accord? Mais parallèlement à ça, d'autres pays qui disent waouh, les produits de ce pays sont absolument géniaux, il faut que je les copie et que je les améliore, eh bien, la concurrence s'installe par le copiage et la compétition de pays qui commencent avec des main-d'œuvre nettement moins chères, de copier exactement les mêmes produits et les mêmes services, et donc de réduire de cette façon-là la compétitivité du pays dominant. Ça résulte dans quoi? Ben, ça veut dire que le pays dominant va à ce moment-là se mettre à fonctionner, à faire fonctionner la planche à billets de plus en plus. On va arriver à une surchauffe économique et à un certain moment à un éclatement de la bulle du crédit parce que, eh bien, il y a trop de monnaie en circulation et la croissance n'est plus du tout en ligne et en même proportion que la progression du nombre, donc de la masse monétaire. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est que le niveau de vie commence à descendre, et quand le niveau de vie commence à descendre, le pays a deux choix. Soit il va baisser le niveau de vie de sa population, soit il va encore accélérer l'utilisation de la planche à billets. Et ce que Ray Dalio a constaté, c'est que jamais, au grand jamais, les gouvernements n'ont choisi de dire à leur population, nous allons devoir baisser notre niveau de vie. Ils disent au contraire, on va pomper du fric, parce qu'il ne faut pas que la population se révolte. Et donc, par conséquent, comme les systèmes de gouvernement, et particulièrement depuis le 19e siècle, les systèmes de gouvernement sont des gouvernements temporaires, eh bien, le gouvernement, il réagit, il réfléchit sur une période de 4 ans ou 5 ans, qui est la durée de vie d'un politicien pendant un mandat. Il ne pense pas du tout à des programmes de 10 ans, 20 ans de restructuration. Et il faut comprendre que quand on veut redresser quelque chose, ben en général, ce n'est pas en 4 ans. Et c'est pour ça que
je dis très honnêtement, je tire mon chapeau à Donald Trump, parce que lui, il a 4 ans pour changer complètement les choses. Il a fait ça en plus que 4 ans, puisqu'il a eu 2 mandats séparés par 4 ans de mandat de Biden. Donc on peut dire qu'il a à peu près 12 ans de règne, mais il n'empêche que j'espère bien que Vance ou d'autres qui vont le suivre seront dans la même ligne et avec la même puissance, parce que c'est véritablement important. Sinon, qu'est-ce qui risque de se passer? La révolution, une guerre. Et quand on est en révolution, une guerre, la population est complètement désemparée, les finances d'État sont dans un état catastrophique, et à ce moment-là, il y a une puissance étrangère, en l'occurrence monétairement, c'est le FMI, le Fonds monétaire international, qui se précipite dans le pays. Ça s'est passé en Grèce, ça s'est passé en Chypre, ça s'est passé au Liban, avec une restructuration de force de la dette et une politique imposée, ce qui va mener évidemment à un nouvel ordre mondial, parce qu'il y a d'autres pays qui vont profiter de la situation pour prendre la domination du monde. Donc, en résumé, voici ce que c'est que le grand cycle, l'essor et le déclin d'un pays selon Ray Dalio. Alors, il s'est dit, bon, mais quels sont les indicateurs qui me permettent de situer où se trouve le pays sur cette cloche? Est-ce qu'il se trouve à gauche? Est-ce qu'il se trouve au centre? Est-ce qu'il se trouve en déclin? Et là, il a étudié aussi, avec toutes sortes de documents politiques, mais essentiellement et universitaires, il s'est vraiment demandé, mais quels sont les facteurs clés qui font qu'un pays est en essor, au sommet ou en déclin? Et il a identifié 8 niveaux, 8 indicateurs extrêmement importants que je vais évidemment examiner un peu plus en profondeur avec vous tout de suite. Le premier, c'est la force du leadership du pays. Est-ce que c'est un leadership fort ou est-ce que c'est un leadership faible? La boule que vous voyez ici, ou le cercle ici, c'est un curseur. Est-ce qu'il se trouve plus à gauche ou est-ce qu'il se trouve plus à droite? Le niveau de l'éducation. L'éducation, la formation, mais aussi, je rappelle, dans l'éducation, c'est l'ouverture à d'autres idées, à des idées neuves, et surtout la volonté de chercher des choses nouvelles pour augmenter sa compétitivité. Et donc ça dépend évidemment aussi du caractère et la détermination de la population à grandir. Le caractère et la détermination, c'est souvent, est-ce que toute la population se range derrière des valeurs et des objectifs communs, ou au contraire, on n'a pas d'objectifs et pas de valeurs communes, et donc ça se délite complètement. Donc le curseur est plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite. Le respect de la loi, c'est-à-dire, est-ce que les lois sont respectées? Est-ce que la population a tendance à vouloir respecter la loi, les lois financières en particulier, les lois fiscales en particulier, mais à peu près toutes les lois, d'accord? Est-ce que le respect de la loi dans ce pays est fort ou faible par la population? Le niveau de corruption est évidemment très important. Est-ce que c'est une corruption faible ou une corruption forte? Où se trouve le curseur de chaque pays à ce niveau-là? Ensuite, l'efficacité de l'allocation des ressources, ça veut dire l'argent qui rentre, est-ce qu'il est utilisé à des choses qui sont bénéfiques à la population ou qui, au contraire, ne font que créer des trous? Et enfin, la disposition à penser grand, la disposition à se projeter en avant et avoir une pensée beaucoup plus longue et large qu'une pensée très comme ça sur une période de 4 ans ou 5 ans, ça, c'est évidemment très, très important. Et donc, ça rejoint évidemment l'ouverture aux idées neuves, l'ouverture à des inventions étrangères, de voir, tiens, c'est intéressant, comment est-ce que je peux améliorer, etc., etc. Alors, je vais vous laisser maintenant 10 secondes, le temps de boire quelque chose, pour que vous décidiez où se trouve le curseur pour chacun de ces points au niveau de la France. Vous aurez tout de suite compris où se trouve et à quel niveau se trouve la France sur cette cloche. Bien.
Nous allons maintenant examiner chacun de ces indicateurs un peu plus en détail. Et donc, vous allez, je vais suivre le livre de Ray Dalio pour ceci. Alors, en général, un pays, quand il grandit, il grandit parce qu'il y a l'arrivée de leaders très forts, très charismatiques, qui tracent des programmes, qui ont un programme bien clair, un programme positif, un programme qui fait progresser, enfin un programme qui motive les gens et qui réussissent en général à gagner le pouvoir parce qu'ils réussissent à persuader des adversaires, enfin, ou la population qui vote de l'autre côté, à rejoindre ses rangs. Une fois qu'il a gagné les élections, qu'il a gagné le pouvoir, en 1600 et des, on ne faisait pas d'élection, on gagnait le pouvoir de cette façon-là, eh bien, généralement, la deuxième étape, c'était de consolider le pouvoir. Et comment est-ce qu'on le faisait? Eh bien, on soudoyait des gens d'en face pour venir quand même chez soi. Deux, on créait des moyens et des institutions pour diminuer l'influence des autres personnes de la partie adverse, voire même on les éliminait. Regardez la Saint-Barthélemy en France, exemple typique, voilà. Et donc, une fois qu'on avait bien consolidé son pouvoir, qu'on était bien assis, on commençait à mettre en place le programme en créant des systèmes, des institutions qui étaient bénéfiques à la population et qui permettaient une croissance économique assez importante. Et ça dure c'est une période qui dure 20 à 50 ans pour améliorer les choses, mais ça se passe à l'intérieur du pays, et l'intérieur du pays commence à créer des choses nouvelles et à exporter des innovations. Et c'est surtout ça, c'est cette exportation de choses nouvelles vers l'extérieur qui font qu'un pays commence à rentrer dans le rang des candidats dominants. Et puis une chose très très importante, c'est que ces leaders choisissent leurs successeurs avec soin, car il faut un leadership très fort sur plusieurs générations pour amener le pays à une dominance mondiale. Donc, les grands leaders ont 4 grands programmes. Un, gagner les élections, gagner la confiance du public, asseoir leur pouvoir, créer des institutions et des systèmes qui permettent d'améliorer le niveau économique et le niveau de bien-être de la population, ce qui évidemment satisfait la population, comme ça ils restent au pouvoir. Pardon. Et évidemment, d'aller choisir leur successeur avec soi. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est évidemment de créer un système d'éducation très important. L'éducation, c'est pas seulement aller à l'école, mais c'est aussi enseigner des valeurs humaines, des valeurs éthiques de travail, donner une espèce de caractère à la population. Et je vous signale que si l'Occident a pu se développer aussi fort, eh bien, c'est grâce à l'Église catholique. Parce que s'il y a une institution qui prône des valeurs toutes les mêmes, une éthique toutes les mêmes, un caractère tous les mêmes, et qui le fait jour après jour en demandant à la population de prier, d'aller à la messe, d'écouter les sermons et les prêches, etc., eh bien, ça crée évidemment une espèce de unité de valeurs, une unité de la population. Pourquoi croyez-vous que l'État profond s'est toujours attaqué à l'Église catholique? Mais parce qu'ils ont parfaitement compris que l'Église catholique, c'est un des plus forts moyens d'amener des valeurs, de créer de l'éthique, de donner du caractère aux gens, etc. Et ce n'est pas seulement l'éducation, le savoir, c'est aussi toutes les compétences et le caractère, la volonté que peut avoir une population de se développer. Eh bien, bien évidemment, derrière cela, il y a évidemment le respect de l'ordre et de la loi. Ça, c'est quelque chose que les leaders, donc les gouvernements, veillent soigneusement à ce que l'ordre et la loi règnent, parce que l'ordre et la loi, eh bien, ça permet la croissance économique. La guerre, ça détruit tout, mais l'ordre et la loi, c'est évidemment quelque chose de très, très important. Et puis ensuite, évidemment, ils veillent à ce que la corruption soit la plus faible possible, et ils enseignent par tous les moyens une vision et des valeurs communes, c'est-à-dire un but commun pour toute la population, se ranger derrière. Et c'est là que
comment on appelle ça, pas les slogans, mais comment on appelle ça, ma chérie, liberté, fraternité, égalité, ça s'appelle en français. C'est pas un slogan, c'est ma chérie? Oui, quoi? Comment est-ce qu'on dit liberté, fraternité, égalité? C'est les quoi de la France? La devise? La devise, voilà, merci. Je cherchais. Ils essayent donc par tous les moyens, ils regroupent la population derrière une devise qui est en quelques mots, qui résume la vision et les valeurs communes du pays. Bien. Ça dure, donc je dis. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est que l'éducation permet l'innovation, la créativité. Et vous voyez ici un petit bateau avec une seule voile, et puis il y a quelqu'un qui a inventé 2 voiles, un foc et une grande voile. Et puis tout ça, ça évolue vers des nouvelles technologies qui sont évidemment réenseignées dans l'école, et puis c'est un système qui se renforce lui-même. Il faut savoir que les Hollandais ont créé un quart de toutes les inventions du monde sur une période de 150 ans. Et la première invention qu'ils ont créée, et la plus importante, c'est des navires qui étaient construits de telle façon qu'ils pouvaient pratiquement survivre à toutes les tempêtes et faire le tour du monde et donc ramener des richesses absolument de partout avec un très faible, évidemment beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais un très faible risque de naufrage parce que ces bateaux étaient hyper bien construits. Non seulement ils ont fait ça, mais il faut savoir que les Hollandais ont créé le capitalisme, puisqu'ils ont créé la première société dont les actions pouvaient être achetées par le grand public. Ça s'appelait la Compagnie des Indes orientales. Et ces actions ont donc été traitées sur une place publique qui est devenue la bourse d'Amsterdam, qui a été la toute première bourse du monde. Et donc, les Hollandais ont créé, au fait, le système capitaliste tel qu'on le connaît commun, avec la bourse et les actions. Eh bien, c'est eux qui ont créé ça en l'an 1612. Ça a été le démarrage de la bourse de la Hollande. Alors, comme les Hollandais, parce qu'on va parler des Hollandais essentiellement maintenant, comme les Hollandais sont ouverts à toutes les inventions du monde, qu'ils ont cette volonté de progresser, eh bien, ils créent de l'innovation. L'éducation amène à l'innovation. L'innovation amène à être plus compétitif que les pays voisins. Donc, ça permet de faire une production qui est exportée énormément. Et donc, par cette exportation, eh bien, ils ont une très, très grande partie du commerce mondial. Et c'est comme ça que sur une période d'environ 100-150 ans, eh bien, un pays va grandir et va devenir une force très, très importante dans le monde. Alors, regardez l'histoire des États-Unis, regardez l'histoire de la Chine maintenant. On est exactement dans ce genre de phénomène maintenant. C'est intéressant d'observer ça parce que c'est très, très intéressant de voir aussi, tiens, dans quel stade sommes-nous et qu'est-ce que nous pourrions faire pour améliorer chacun de ces points, en sachant qu'il y a toujours une relation de cause à effet, parce que l'éducation est la cause première de toute cette évolution. Regardez dans quel état est le système scolaire en France, c'est d'un lamentable qui n'a pas de nom. Et donc, bien évidemment, comment voulez-vous que les Français et que la France aient une part importante du commerce mondial si déjà au niveau de l'éducation, ça va très mal. Et c'est pour ça que l'État profond se prend à l'éducation. C'est pour ça que l'État profond s'en prend à l'Église, qui était pendant pratiquement du 9e siècle jusqu'au 20e siècle, a été le vecteur de l'éducation, puisque toutes les écoles étaient des écoles catholiques au départ. Les révolutionnaires ont créé l'école laïque. On voit très bien quel est le niveau de qualité des écoles laïques par rapport aux écoles catholiques. Pas pour rien que les écoles aujourd'hui catholiques, ils refusent du monde parce que tout le monde veut aller là. Parce que les gens ont naturellement envie que leurs enfants aient la meilleure éducation possible. Bien. Alors, quand on voit ça, eh bien, on peut comparer, par exemple, aujourd'hui, le niveau des États-Unis et le niveau de la Chine. Vous voyez, en termes de production industrielle, eh bien, voici la courbe des États-Unis, voici la courbe de la Chine depuis 1950 jusqu'à 2010. Si on voit la part du commerce mondial,
eh bien, on voit que la part du commerce mondial descend légèrement au niveau des États-Unis, mais celle de la Chine rejoint et dépasse celle des États-Unis aujourd'hui. Donc, on voit très très bien que ces deux courbes sont en train de se toucher. Un jour, ça va finir en clash, quoi. C'est probablement ce qui risque de se passer. Trump en est parfaitement conscient. Il ne veut absolument pas la guerre, mais vous comprenez bien qu'il est en train de tout faire pour limiter le pouvoir de la Chine, parce qu'il veut absolument garder le dollar et les États-Unis comme puissance mondiale. Make America Great Again passe nécessairement par le fait que les États-Unis restent le pays dominant, bien évidemment. Alors, parallèlement au commerce, qu'est-ce qui se passe ici? Allô? Ah, voilà. Parallèlement au commerce, eh bien, il faut évidemment protéger tout ça, puisque tous ces produits qui partent à l'étranger, c'est des comptoirs de commerce. Les Hollandais et les Portugais ont été très forts là-dedans, parce que les Hollandais, ils avaient pas vraiment des colonies, mais ils avaient des centres commerciaux absolument partout dans le monde, qui étaient toujours protégés par des militaires. Et donc, vous comprenez bien que les dépenses militaires commencent à augmenter de façon incroyable pour protéger les intérêts du pays. Et les intérêts du pays, c'est d'abord des intérêts commerciaux. Parallèlement à ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que tous les gens qui ont gagné de l'argent par... tous les gens qui ont gagné de l'argent, je suis dans le graphe du bas, le dessin du bas, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent évidemment à placer leur argent pour que cet argent travaille pour eux. De tout temps, on a essayé de faire travailler l'argent. Rares sont les civilisations, je n'en connais pas une seule, où le public disait « Ah, je reçois de l'argent, ben je l'enterre et je n'en fais rien ». L'argent est une énergie, l'argent doit bouger. Et donc, évidemment, que faisaient les gens qui gagnaient bien leur vie à travers tout ceci? Eh bien, ils cherchaient un moment ou un système, ça s'appelle un centre financier, pour pouvoir placer leur argent. Et que faisait le gouvernement? Ben, il recevait cet argent et il redistribuait cet argent sous forme de améliorer l'éducation, améliorer l'infrastructure, améliorer la recherche et le développement, mais aussi financer des entrepreneurs qui partaient à l'étranger ou qui restaient chez eux, peu importe, mais des entrepreneurs qui créaient des choses et qui augmentaient et qui créaient de la valeur ajoutée. Et quand ces entrepreneurs revenaient avec leur caisse bourrée d'or, pour le dire schématiquement, eh bien, que faisait le gouvernant et puis ensuite les centres financiers? Mais ils recevaient cet argent et ils le redistribuaient à ceux qui avaient financé au départ. Ça s'appelle le profit. Et donc, vous voyez qu'il y a un cercle une espèce de cercle énergétique qui commence à travailler. On crée une productivité, on exporte cette productivité. L'argent de cette productivité rend les gens un peu plus riches. Les gens investissent dans l'éducation, dans l'infrastructure, enfin ça c'est l'État qui le fait en général, de l'infrastructure, dans la recherche et le développement. On finance des entrepreneurs qui vont amener encore plus de richesses, et quand ceux-ci reviennent, eh bien, on prend une part de profit et on réinvestit ça, et donc ça devient un cercle vertueux, littéralement, avec évidemment toujours les militaires qui protègent ce cercle vertueux. Et donc, ici, j'en arrive, enfin, Ray Dalio dit, au départ, c'est l'État qui fait ça un petit peu, mais même pas, c'est des individus, des créatifs qui disent on a besoin d'un centre financier, on doit développer un marché des capitaux. Et comment est-ce que ça se développe? Eh bien, par l'émergence de ce qu'on appelle le crédit, les obligations et les actions. Et c'est pour ça que je vous dis, les Hollandais ont inventé le système capitaliste, puisque c'est eux qui ont inventé pour la première fois la possibilité d'avoir et de donner au public la possibilité d'acheter une part d'entreprise, à savoir la Compagnie des Indes orientales, via des actions et via le fait que cette compagnie émettait des emprunts contre un intérêt fixe, ce qu'on appelle des obligations, et donnait aussi aux investisseurs des crédits pour leur permettre, aux entrepreneurs, des crédits pour leur permettre de se développer. Et donc ça, c'est l'essor des marchés financiers qui devient extrêmement important, puisque, de nouveau, quand les gens reviennent avec des richesses, eh bien, c'est redistribué sous forme de profit
et ça tourne, et ça tourne. Le rôle d'un marché financier, c'est rien d'autre que ça, c'est de financer l'infrastructure, c'est de financer l'éducation, c'est de financer la recherche et le développement, et c'est de financer des entrepreneurs. Donc voilà, le système capitaliste hollandais, je me redis, c'est première société à action plus accessible au public, la Compagnie des Indes orientales, qui a été fondée en 1602. 10 ans plus tard, la bourse d'Amsterdam est créée, et donc c'est un système qui marche très bien. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que, évidemment, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Les centres commerciaux sont un peu partout dans le monde, et il y a de l'argent qui afflue dans ce pays, un pays dominant. Pourquoi? Eh bien parce que même les riches des pays dominés, c'est-à-dire les pays qui font commerce avec le pays dominant, se disent, mais moi j'ai ici de l'argent, je vais l'investir dans ce pays qui a une forte productivité, qui a une forte compétitivité, qui a de l'innovation, qui a de la créativité, qui a une éducation impeccable, qui protège bien mon argent parce qu'ils ont des militaires. Donc, je veux aller placer mon argent dans ce pays, ce qui automatiquement a créé dans ces pays de gigantesques centres financiers littéralement mondiaux. Mais il faut bien comprendre que pour assurer tout ça, le gouvernement, les capitalistes et les militaires doivent travailler de concert. Et c'est pour ça qu'on voit aux États-Unis, les États-Unis ont 176 bases à l'extérieur des États-Unis. Les Anglais en avaient 200. Les Anglais avaient même des pays entiers tels que l'Inde, l'Indonésie pas c'était hollandais, mais énormément de colonies, les États-Unis, l'Australie, enfin, sous la reine Victoria, on disait half the world is painted pink, ce qui veut dire la moitié du monde est peint en rose. Pourquoi? Parce que sur les cartes mondiales de l'époque, toutes les possessions anglaises étaient peintes en rose. Et la reine Victoria disait, sur mon empire, le soleil ne se couche jamais, puisqu'ils avaient des colonies strictement à travers le monde entier. Mais ça coûtait extraordinairement cher en militaire, en dépenses militaires. Et donc, à ce moment-là, il va se passer quelque chose, c'est le début du déclin. Alors pourquoi? Eh bien, regardez. Les Hollandais arrivent, ou les Anglais arrivent dans un centre à l'étranger, quelque part, et il demande, est-ce que vous acceptez ma monnaie? Évidemment, l'autre pays dit, ben oui, je suis bien obligé. Si je ne le respecte pas, je me fais taper sur la figure par vos militaires. Non, j'accepte votre monnaie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à partir du moment où tout le monde entier commence à utiliser la monnaie, cette monnaie devient le moyen d'échange préféré. C'est-à-dire, comme on le voit aujourd'hui, le moyen d'échange préféré du pétrole, c'est le dollar. Tout le monde paye le pétrole en dollars. Donc, c'est ce qu'on appelle le moyen préféré d'échange. À partir du moment où les pays extérieurs doivent commencer à faire des réserves dans la monnaie du pays dominant, en l'occurrence ici la Hollande, dans mon exemple, on voit la France, l'Angleterre, l'Espagne, ils ont tous des obligations de ce pays. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces obligations? Comme ce n'est pas la monnaie de leur pays, ils donnent cet argent au centre financier de la Hollande, qui du coup reçoit une masse d'argent monumentale et permet avec cela de financer des entreprises, etc. etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si le dollar est en baisse catastrophique, la bourse de New York est encore la première bourse du monde parce que l'afflux de dollars venant de tous ces pays fait que tous ces pays, ils investissent dans quoi? Mais ils ne vont pas mettre du dollar à le jeter à la poubelle. Ils vont dire, je vais investir dans des obligations américaines qui me rapportent du 4 et 10%, ou je vais investir dans des entreprises américaines qui sont cotées à la bourse et donc qui me rapporteront, je l'espère, du 8, du 9 ou du 10%. Et donc, c'est pour ça que cette monnaie devient de facto ce qu'on appelle le bastion préféré d'abondance ou le bastion préféré de la richesse, d'accord, du pays. Et naturellement, cette monnaie devient la monnaie de réserve du monde entier. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec le florin hollandais entre 1570 jusqu'à pratiquement 1650. C'est ce qui s'est passé avec la livre anglaise
de à peu approximativement 1700 et quelques jusqu'à 1944. Et c'est ce qui se passait avec le dollar depuis 1944, même avant, parce que le pays américain était déjà le pays le plus puissant économiquement avant la guerre, et donc sa monnaie était déjà une monnaie préférée, mais pas nécessairement encore la monnaie de réserve mondiale. Elle est devenue en 1944 avec Bretton Woods. Voilà. Donc j'espère que je suis clair dans l'évolution des choses. Je trouve ça passionnant ce que Ray Dalio nous raconte. Mais évidemment, avoir de la monnaie de réserve, être le pays qui a la monnaie de réserve, ça permet évidemment d'emprunter beaucoup plus, puisque ces pays ici en l'occurrence dans mon dessin, l'Espagne, l'Angleterre, la France, vont renvoyer des obligations à la Hollande contre des intérêts, et évidemment la Hollande va utiliser cet argent pour financer des entrepreneurs, mais aussi pour financer les militaires. Et là, il se passe quelque chose qui est absolument systématique, c'est que l'armée commence à coûter tellement cher que les réserves financières ne suivent plus, même avec les emprunts faits à des pays étrangers. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam a coûté tellement cher aux États-Unis que même avec les prêts que faisaient d'autres pays qui avaient des réserves de dollars et qui leur envoyaient des dollars, eh bien, ça ne suffisait pas pour financer les dépenses militaires. Et c'est là l'accélération du déclin. Évidemment, pourquoi? Mais parce qu'avoir la monnaie de réserve, c'est un avantage énorme, mais c'est des coûts énormes aussi. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. Et quand les coûts augmentent et que le pays n'a plus de liquidité, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ce pays? Il commence à créer une bulle financière en faisant fonctionner la planche à billets. Et donc, évidemment, qui sont les demandeurs de tout ça? Ben, c'est d'abord la population du pays qui commence à prendre goût à une vie bien plus confortable, bien plus riche, bien plus économiquement saine, et qui dit, mais moi j'ai envie de continuer à augmenter mon niveau de vie. Et donc, la population aussi commence à emprunter pour augmenter son niveau de vie. Et il y a un double phénomène qui se passe, c'est que l'État emprunte, mais la population emprunte énormément aussi. Et c'est là le début du déclin. Parce que ici, dans cette case-ci, vous voyez les gens qui disent « moi je veux plus, je veux plus, je veux plus ». Et l'État, avec sa dette, dit ben, « je donne plus, je donne plus, je donne plus ». Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le début du déclin, c'est qu'il va se passer trois choses. Un, les pays moins dominants, les pays moins riches, eux se disent, mais comment est-ce que je fais pour faire la même chose que les Hollandais? Eh bien, je vais produire la même chose que les Hollandais en étant moins cher. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le début du déclin hollandais a été quand les Anglais ont compris la chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Anglais? Ils ont invité des ingénieurs navals hollandais à construire des bateaux chez eux. Mais comme la main-d'œuvre anglaise était nettement moins chère que la main-d'œuvre hollandaise, eh bien, le prix des bateaux anglais était nettement, ils étaient tout aussi bons, mais à un prix très nettement inférieur. Et donc, les Anglais ont pu en construire plus, ce qui a fait que, in fine, la marine hollandaise s'est vue complètement laminée par le nombre de bateaux anglais. Mais en plus de ça, ce qui se passe, c'est que les autres pays se mettent à copier les technologies du pays dominant. Donc ici, vous avez un marteau qui vient par exemple des USA, et ce même marteau en Corée, ben, il coûte 2 fois moins, et en Chine, il coûte 4 fois moins. Mais c'est toujours le même marteau. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le pays riche va commencer à importer massivement des produits de l'extérieur dont il a besoin, et les pays extérieurs, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils acquièrent la technologie, ils acquièrent le savoir-faire, et ça leur permet, avec des coûts inférieurs, de commencer à inverser la tendance, c'est-à-dire que c'est eux qui reçoivent de l'argent du pays dominant, au lieu que ce soit le pays dominant qui impose toujours sa monnaie. Enfin, il y a toujours imposition de monnaie, mais les flux financiers commencent à se ressembler et parallèlement, et puis certainement, les flux financiers vont de plus en plus vers les pays à production moins chère.
C'est exactement ce qui s'est passé avec nous et la Chine. On sait bien que la Chine est devenue l'usine du monde. Parallèlement à ça, la population locale a goûté à un niveau de vie, à un train de vie beaucoup plus important, ce qui a réduit leur esprit, leur caractère, leur force, leur volonté, leur compétitivité, leur combativité. Et donc, l'entrepreneur ici qui voit des gens qui sont en train de profiter de la vie, il se dit, mais à quoi ça sert de travailler? Moi aussi, j'ai envie de profiter de la vie. Et sa descendance à lui, qui n'a jamais connu les années dures, eh bien, se disent, moi, ça ne m'intéresse pas de bosser, j'ai plutôt envie de profiter de la vie et de claquer du fric. C'est la chose qui m'intéresse le plus. Résultat des courses, au niveau de l'éducation et au niveau de la combativité du pays, eh bien, on voit un déclin qui commence par là. Et donc, c'est le déclin de l'éducation, des valeurs, qui commence à créer le déclin fondamental du pays. Donc, on arrive toujours à la même chose. Parallèlement à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que la population s'est divisée en deux. Il y a des gens qui sont devenus incroyablement riches grâce à la position dominante du pays, sont en général les gouvernants et les grands entrepreneurs, qui sont devenus incroyablement riches et qui ont créé une distance énorme entre leur niveau de revenu et le niveau de revenu du bas. Ça a été tout à fait le cas en Russie. Pourquoi Karl Marx et Lénine ont tellement été, ont été suivis, bien que très vite la population s'est rendue compte qu'ils étaient tombés de Charybde dans ce là, mais il fallait croire que en Russie, la distance entre le revenu des riches moyens et les pauvres moyens, eh bien, les riches gagnaient entre 100 et 150 fois plus par mois que les pauvres. Et donc, évidemment, ça crée du ressentiment. Alors, tant que la population est dans une situation où ils se disent « bon, ça va pas si mal que ça, je peux encore tenir le coup, et bon, j'ai quand même une petite indexation, donc je suis content », le ressentiment est latent, il est là, on le sent très bien en France, mais aujourd'hui, les Français ne bougent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que, eh bien, on leur serine des belles chansons auxquelles ils croient, et ils croient que leur niveau continue à augmenter, alors que leur niveau de vie descend à cause de l'inflation, à cause des impôts, à cause de la baisse du pouvoir d'achat de leur argent. Et bien évidemment, un jour, ça va claquer, et je crois que ce jour n'est plus tellement loin. Mais donc, ce ressentiment latent, ça peut durer des années et des années et des années. C'est clair qu'en Russie, en France, d'après les livres historiques, ça aurait été relativement vite, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le ressentiment était déjà là depuis plusieurs générations. Parallèlement à ça, les États qui ont une position de monnaie de réserve, eh bien, cette position pousse inévitablement à un excès d'emprunt parce qu'il faut financer de plus en plus de choses, il faut contenter la population, il ne faut surtout pas montrer qu'on est faible. Et donc, par conséquent, sur le court terme, c'est assez avantageux d'avoir une position dominante et de pouvoir faire fonctionner la planche à billets parce que, comme je l'ai déjà dit de multiples fois dans mes lives précédents, quand on crée de la monnaie, ça ne crée pas une inflation instantanée. Entre la création de la monnaie et la perception de l'inflation par la population, il peut se passer entre 6 mois et 1 an. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les riches qui profitent du système vont s'enrichir. Regardez ce qui s'est passé en 2020 avec la crise du Covid. Mais sur le long terme, c'est complètement démolir la position de puissance du pays et surtout fragiliser l'économie du pays par une dette absolument écrasante. Et ça, c'est ce qui se passe dans la phase de déclin. Quand les dépenses excèdent les revenus, eh bien, le pays se trouve dans une montagne de dettes. C'est exactement la situation de la France, c'est exactement la situation des États-Unis, c'est en train de devenir la situation de l'Allemagne, c'est déjà la situation du Japon, ça c'est le pire de tout, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que le pays emprunte évidemment à des pays moins riches et continue à emprunter jusqu'au moment où les prêteurs n'ont plus confiance. Et là, de nouveau, pour moi, on est dans cette situation-là, on commence à voir que les prêteurs n'ont plus confiance. Pourquoi? Eh bien, parce que pour les États-Unis, sortir des obligations, c'est de plus en plus dur. Les États-Unis sortent une obligation de, par exemple, 100 millions de dollars à du 4,5%, n'arrivent à en placer que 25 millions ou 30 millions.
Et en plus, les prêteurs disent non, non, pas du 5%, ça doit être du 5,25 ou du 5,50%. Donc, on sent bien que la confiance dans la monnaie s'érode et le jour où les créanciers ne font plus confiance au pays, là, c'est la chute extraordinairement brutale parce qu'à ce moment-là, c'est l'effondrement de la bourse, c'est l'effondrement du marché obligataire, c'est l'éclatement de la bulle financière. Et donc, c'est la combinaison de trois facteurs, une dette énorme, une régression économique, des emprunts devenant impossibles, la bulle financière explose. Quelles sont les conséquences de cela? Bien, évidemment, un mécontentement énorme, baisse du niveau de vie, troubles sociaux, et c'est là que l'État doit faire un choix, faire défaut sur sa dette et dire à la population, désolé, on va devoir baisser notre niveau de vie de façon catastrophique, 20, 30, 40% pour pouvoir rembourser notre dette, ou bien imprimer de l'argent. Eh bien, Ray Dalio a constaté que depuis la nuit des temps, aucun gouvernement n'a jamais osé dire à sa population, on doit réduire notre niveau de vie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils continuent à imprimer de l'argent en se disant, après moi les mouches, parce que je ne serai plus là quand la crise va éclater, c'est quelqu'un d'autre qui va hériter de la crise. Et c'est aussi pour ça que j'admire Donald Trump, parce que on est justement pas encore à la crise publique, mais on est quand même aux États-Unis. Les Américains sont très, très, très sensibles à ce qui se passe au niveau de l'économie et ils continuent à imprimer de l'argent. Et donc, il doit jouer sur la corde raide parce qu'il hérite d'une situation catastrophique venue de ses prédécesseurs et auquel il a contribué lui-même, parce qu'il ne faut quand même jamais oublier que Trump a été un des plus grands créateurs de dettes lors de son premier mandat et l'est certainement aujourd'hui avec la guerre de l'Iran et tous les problèmes qu'il doit résoudre dans son pays. Et donc, les difficultés de financement du pays font que le revenu du pays diminue. Les difficultés économiques, c'est quelque chose qui vont créer des troubles sociaux. La disparité excessive des riches et des pauvres, eh bien, ça mène à un extrémisme politique, c'est-à-dire que le pays ne va plus accepter ce genre de situation et on voit tout de suite un clivage entre ceux qui sont contre le gouvernement et ceux qui sont encore au soutien du gouvernement. Ça résulte généralement soit dans des révoltes, soit dans un dictateur qui arrive et qui impose la solution, ou un régime mou comme notre régime aujourd'hui en France, qui essaye par tous les moyens de survivre en essayant de combiner la chèvre et le chou. Mais c'est clair qu'on sent très très bien déjà maintenant qu'il y a deux clans qui se forment, par exemple les souverainistes et les non-souverainistes. Donc cette accélération, ça va généralement assez vite, c'est moins de 10 ans entre le moment où on est dans cette configuration-ci, les difficultés de financement de l'État, les difficultés économiques de l'État et la disparité excessive des riches pauvres. Ray Dalio dit, à ce moment-là, on voit apparaître des leaders extrémistes qui commencent à exiger des solutions radicales. Et très souvent, ça va, par exemple, le Brexit ou le Frexit, ça pourrait être une solution radicale. Parallèlement à ça, que fait le gouvernement quand il est dans cette situation? Eh bien, au lieu de baisser les impôts, il dit non, non, il faut payer de plus en plus d'impôts. Et donc, comme les riches se disent, ah merde alors, on va aussi me taxer moi, que font les riches? Eh bien, ils fouillent, ils mettent leur argent en Suisse, ils mettent leur argent dans de l'or ou dans une autre monnaie, ils fouillent. Et évidemment, qu'est-ce que ça crée? Ça crée dans le pays une situation de malaise complet. Les gens n'ont plus envie de travailler parce qu'on se dit à quoi ça sert de travailler, parce que de toute façon, quand je travaille, on me taxe, c'est même plus la peine de travailler. Et comme disaient les Russes dans le temps, ils font semblant de me payer, donc je fais semblant de travailler. Eh bien, ça fait baisser la productivité. Du coup, ça crée moins d'assiettes d'impôts pour l'État, qui va évidemment encore plus taxer, et on rentre dans un cercle vicieux cette fois-ci, et non plus un cercle vertueux. Voilà les conséquences. Alors, je vous raconte tout ça, je voudrais que vous soyez bien conscients. Je vous raconte tout ça en 5 ou 10 minutes. Ce que je suis en train de décrire, c'est quelque chose qui met 10, 15 ans à se passer, et on est en plein dedans aujourd'hui. Donc, ça va faire que accélérer, et à un certain moment,
le système va exploser. Ça, c'est tout à fait certain, puisque parallèlement à ça, il y a d'autres pays qui sont en train d'observer qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Ah, ça va mal, etc., etc. Et donc, ils se disent, ah, c'est peut-être le moment de pousser ce pays dans les derniers retranchements. Et qu'est-ce que font généralement? Alors, je ne sais pas si on peut dire ça d'aujourd'hui ou si on le voit maintenant, mais en tout cas, dans la période hollandaise-anglaise et anglaise-américaine, eh bien, c'est la course à l'armement. C'est-à-dire que les pays, regardez ce qui s'est passé entre la Russie et les États-Unis, eh bien, il y a eu une course à l'armement que les Américains, de par leur puissance économique, ont gagné haut la main. On a construit de plus en plus de bateaux, de plus en plus de fusées, de plus en plus de bombes atomiques, de plus en plus d'avions, de plus en plus de canons, etc., etc. Et pour littéralement étouffer économiquement le pays rival. C'est ce qui s'est passé entre les Américains et les Russes, ce qui a mené à une révolution russe douce, heureusement, mais le régime communiste a complètement disparu en Russie à cause de ça. Mais par contre, ce qui se peut aussi, c'est que le pays qui est dominant, les rouges ici peut-être, eh bien, ils se disent, ah mon petit bonhomme, c'est comme ça, et on rentre dans une guerre. C'est ce qui s'est passé entre l'Angleterre et la Hollande, puisqu'il y a eu une guerre navale qui a duré plus de 20 ans entre les Hollandais et les Anglais, et qu'en fin de compte, dans une dernière bataille, en 1674, non, 1700, oui, je crois que c'est 1674, les Anglais ont gagné et ça a détruit la dominance des Hollandais. Mais donc, voilà, et quand on remonte, enfin, quand Ray Dalio est remonté plus en arrière dans le temps, chaque fois, ça a été des guerres entre la puissance dominante déclinante et la puissance dominante montante. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand la guerre est finie, on signe un nouveau traité, c'est un nouvel ordre mondial, et ça crée un nouveau cycle. Alors voilà, la question qu'il pose, c'est est-ce qu'il y a moyen de renverser la tendance? Eh bien, la réponse est très claire, à condition d'avoir un leader charismatique et capable de remettre le pays sur des rails économiques efficaces. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre entre l'imposteur qui est à l'Élysée et M. Donald Trump. Vous comprenez tout de suite qui est le boss. Ce n'est pas vraiment compliqué à comprendre. Est-ce que Trump va réussir? Ça, je ne sais pas, parce qu'il se bat contre des tendances et des influences très négatives et contraires dans son propre pays. Il se bat contre d'autres pays qui, eux, sont encore inféodés au mondialisme, mais il est en train, normalement, de réussir. En tout cas, c'est ma plus intime conviction. Ça ne va pas être très facile, et c'est pour ça que ça dure longtemps, parce que Ray Dalio dit aussi la période entre un pays dominant et un autre pays dominant, eh bien, c'est minimum 10 à 20 ans. Aujourd'hui, on est à combien? 12 ans, si on prend le premier terme de Trump et le deuxième terme, on est à 10 ans. Il y a encore 10 ans à voir pour voir qui c'est qui va sortir vainqueur de tout ça, si on en croit le tableau de Ray Dalio. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser les indicateurs de Ray Dalio pour bien savoir où se situe le pays et de prendre des mesures très concrètes sur comment protéger son revenu, son épargne, sa vie, sa famille, ses avoirs, parce qu'on sait à peu près comment ça va se dérouler si on se dit que le présent est à peu près égal au passé. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, que fait l'or? Eh bien, l'or est dans je dirais, pratiquement à l'horizontale. Pourquoi? Eh bien, parce que le pétrole est en baisse et le dollar n'est pas vraiment en baisse. Pourquoi? Tout simplement parce que même si le pétrole est en baisse, il y a eu quelque chose de tout à fait particulier, c'est-à-dire la levée de fonds de Tesla qui a ramassé 82,4 milliards en réalité. Enfin, c'est ce que certains rapports disent. C'est une somme absolument colossale en un seul jour, 84 milliards qui changent de main. Et donc, le dollar est resté fort grâce à comment dirais-je, la sortie, donc l'émission d'actions de Tesla.
Les actions de Tesla ont monté, continuent à monter. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, évidemment, les banques ont reçu un privilège, comme toujours, d'acheter des actions à moindre coût, à 135 $, les ont revendues instantanément dès le lendemain à 160 $, parce qu'il y avait une sur-souscription de cette sortie d'actions, et donc de cette sortie de capital. Et donc, par conséquent, eh bien, les banques sont maintenant très, très riches parce qu'il y a plein de gens qui ont acheté des actions et il faut savoir se demander ce qu'elles vont faire avec. Ce qu'on sait simplement, c'est que l'inflation est en hausse aux États-Unis, ce qui est bon pour l'or. La dette US approche de 40 000 milliards, ce qui est très bon pour l'or. Le tout est de savoir ce que fera la Fed. Est-ce que la Fed va augmenter son taux directeur ou diminuer son taux directeur? Et dernièrement, aussi, quelle est l'inflation réelle aux États-Unis comparée au taux des obligations américaines? Est-ce que ce taux est suffisamment intéressant pour que les investisseurs restent dans des obligations américaines et la bourse américaine? Ou au contraire, est-ce que c'est l'or qui va dominer? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec une dette pareille et une inflation pareille, le système doit mécaniquement se renverser à un moment ou à un autre. Il va se renverser et donc l'or va nécessairement grandir. Et si on reprend tous comment dirais-je, les expertises ou toutes les indications de toutes les banques du monde qui travaillent dans l'or, la Deutsche Bank, la UBS, la BNP Paribas, la Wells Fargo, JP Morgan, Citibank, Bank of America, toutes maintiennent leurs prévisions du prix de l'or pour la fin de l'année à entre 6 000 et 6 800 $ l'once. Aujourd'hui, l'or en dollars est à 4 200 $. Donc, c'est une augmentation de 50% qui est prévue d'ici la fin de l'année. Et donc, je vous dis, moi, en tout cas, dès que j'ai de l'argent, je vais acheter de l'or, ça c'est tout à fait certain. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Je vous invite vraiment, si vous voulez protéger votre épargne, eh bien, c'est de considérer l'or aujourd'hui comme un excellent investissement, surtout qu'il est très très bas, donc vous allez pouvoir profiter d'une très très belle hausse et ça va continuer à remonter, pas seulement jusqu'à la fin de l'année, mais ça va continuer à monter. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remets cet avertissement, bien évidemment. Et donc, je vous donne rendez-vous au numéro 66, le 30 juin 2026. Je vous remercie infiniment de votre écoute. J'ai parlé tout le temps, je n'ai même pas regardé, je suis désolé, je n'ai pas regardé les commentaires. J'espère qu'ils sont bons, je vais les lire après. Mais en tout cas, merci de votre attention. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce truc parce que j'ai énormément appris grâce à Ray Dalio, qui est vraiment un monsieur pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup de considération et de respect. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans 15 jours, le 30 juin 2026. Bien le bonsoir à vous et à très bientôt. Voilà, je remets de la musique. C'est parti. Au revoir. Pourquoi ça ne passe pas? Oui, oui. Oui, complètement. Donc, c'est complètement open la cloche. Complètement. Bon, on va remonter. Oui, en France peut-être, les États-Unis, Ça va être. Ça va être. Le grand de la cloche, comme on est en bas, on va prendre l'élément de la possibilité. Avec la technologie qui change, on peut peut-être espérer des changements, mais... Il faut vraiment que... Parce que grâce à lui, on va faire un...
bien. Hein. Oui. Tu as écouté avec les écouteurs? Je t'écoutais là. Au début, j'avais du mal parce que je t'entendais. Et puis, finalement, j'ai réussi à se